Ah, l'eau que jure, nanajure, pachidursant, et au-delà, la vie ne se termine pas. Elle se transforme. Le corps change, oui. Le rythme ralentit parfois, oui. Mais au cœur de ces transformations se cache une vérité que beaucoup oublient. La joie de vivre n'a pas d'âge. Elle ne dépend pas de la force de vos muscles, mais de la force de votre regard sur le monde. Elle ne naît pas de ce que vous possédez, mais de ce que vous choisissez de nourrir en vous. Et nous avons appris à compter les années comme on compte des pertes, moins de vitesse, moins d'énergie, moins d'occasion. Et si, au contraire, chaque année ajoutée était une couche de profondeur, une sagesse plus fine, une liberté nouvelle, avec le temps, les illusions tombent, mais les essentiels apparaissent plus clairement. Si qui comptait hier peut perdre de son importance aujourd'hui, dès ce qui semblait petit devient soudain précieux, une conversation vraie, un rire partagé, le calme d'un matin, la chaleur d'un regard. Y vieillir n'est pas seulement une affaire de biologie, c'est une expérience intérieure. Certains vieillissent en se fermant, d'autres en s'ouvrant. Certains se replient sur leurs blessures, d'autres transforment leurs épreuves en source de force. S'il n'est pas l'absence de douleur qui rend heureux, mais la manière de donner du sens à ce que l'on traverse. La joie de vivre ne vient pas quand tout va bien, elle apparaît quand on apprend à marcher avec ce qui ne va pas toujours. Aujourd'hui, nous allons parler de ces petits secrets simples et puissants qui permettent de garder la lumière allumée en soi, même quand le temps avance, des secrets qui ne promettent pas une vie parfaite, mais une vie plus vivante. Des clés pour rester relié aux autres, à ses émotions, à ses rêves, même quand on pense qu'il est trop tard pour en avoir encore. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour ressentir, pour aimer, pour rire, pour se sentir vivant, quand la joie de vivre n'est pas un cadeau réservé à la jeunesse, ni une récompense qui tombe du ciel quand tout va bien. Elle est une posture intérieure, une manière de se tenir face à la vie, surtout quand celle-ci devient plus lente, plus exigeante, parfois plus silencieuse. Avec l'âge, beaucoup attendent que la joie revienne d'elle-même, comme si elle devait apparaître lorsque les douleurs disparaissent, lorsque les regrets s'apaisent, lorsque les circonstances deviennent enfin favorables. Mais la réalité est souvent inverse. Plus on attend que le monde nous donne des raisons d'être heureux, plus on s'enferme dans l'attente. La joie de vivre commence au moment précis où l'on cesse d'attendre que elle arrive toute seule et où l'on décide de lui faire une place, même au milieu des contraintes, même dans un quotidien imparfait qui, chaque matin, offre un choix discret mais puissant. On peut ouvrir les yeux en comptant ce qui manque, ce qui fait mal, ce qui ne reviendra plus, ou bien en regardant ce qui est encore là. Le souffle qui entre et sort, la lumière qui traverse la fenêtre, le simple fait d'être encore présent au monde sont déjà des preuves silencieuses de paix, vitalité. Décider de voir cela ne supprime pas les difficultés, mais cela change l'angle depuis lequel on les regarde. La joie de vivre n'est pas l'absence de fatigue, c'est la capacité de ne pas laisser la fatigue définir toute la journée. Elle n'est pas l'oubli des blessures, c'est la décision de ne pas laisser les blessures raconter toute l'histoire de soi. Beaucoup de personnes confondent la joie avec l'excitation, avec les grands moments, avec l'intensité des premières fois. Quand ces sensations se font plus rares, on croit que la joie disparaît avec elles. Pourtant, la joie profonde est souvent plus calme, plus subtile. Elle se cache dans la régularité d'un rituel, dans le plaisir d'un geste simple répété sans urgence, dans la paix que procure un moment de présence sincère. Décider d'être joyeux ne signifie pas forcer un sourire ou nier ce que l'on ressent. Cela signifie reconnaître ses émotions
même les plus lourdes, est choisir de ne pas leur donner tout l'espace intérieur. C'est apprendre à faire cohabiter la tristesse et la gratitude, la nostalgie et l'élan, sans que l'une écrase l'autre. La joie de vivre est aussi un acte de responsabilité envers soi-même. Personne ne peut la produire à notre place. Les proches peuvent offrir de l'amour, le monde peut offrir de la beauté, mais c'est à chacun d'ouvrir ou non la porte intérieure qui permet à tout cela d'entrer. Trop souvent, on remet ce pouvoir entre les mains des circonstances ou des autres, en se disant que l'on sera heureux quand quelqu'un changera, quand quelque chose s'arrangera, quand le passé cessera de peser, c'est attendre en dépendant. Décider de la joie, c'est reprendre ce pouvoir, même partiellement, même timidement, et se dire que l'on peut créer des micro-minces, espace de légèreté dans une journée lourde. Avec le temps, cette décision quotidienne façonne l'esprit. Ce que l'on choisit de regarder s'imprime. Ce que le sens est aussi profondément lié à la relation aux autres. Se sentir utile, reconnu, relié nourrit l'élan vital. Il ne s'agit pas de dépendre du regard extérieur pour exister, mais de reconnaître que l'humain se construit dans le lien. Un échange sincère, un geste de solidarité, une attention offerte sans attente de retour peuvent redonner une direction à une journée qui semblait vide. À travers ces liens, on découvre que même lorsque certaines forces déclinent, la capacité de toucher, de soutenir, d'inspirer demeure. Cette capacité devient une source de sens parce qu'elle rappelle Pan que la valeur d'une vie ne se mesure pas à sa vitesse, mais à la qualité de présence qu'elle offre au monde, qui, quand le sens est nourri, le temps cesse d'être perçu uniquement comme un compte à rebours. Il devient un espace à habiter pleinement. Chaque journée retrouve une densité particulière, non parce qu'elle est remplie d'événements extraordinaires, mais parce qu'elle est traversée par une intention intérieure qui relie les gestes, le penser et les émotions à quelque chose qui dépasse la simple survie. Plan Ganless, les liens humains agissent comme une respiration pour le cœur. Quand il se raréfie, l'intérieur se contracte, l'élan se fait plus court, la vie semble perdre de sa couleur. Avec le temps, les cercles relationnels changent, certains visages disparaissent, d'autres s'éloignent, et tel on peut avoir l'impression que le monde se referme doucement autour de soi. Pourtant, le besoin de lien ne diminue pas avec l'âge, il devient souvent plus essentiel. Si n'est pas la quantité de relations qui protège l'âme du vieillissement intérieur, mais la qualité de la présence partagée. Un lien vrai, même rare, peut nourrir plus profondément qu'une multitude de contacts superficiels. Nourrir des liens humains ne signifie pas forcer la proximité, ni se rendre disponible à tout prix. Cela commence par une posture intérieure d'ouverture, être prêt à rencontrer l'autre tel qu'il est aujourd'hui, sans le fixer dans ce qu'il était hier. Les relations évoluent comme les personnes évoluent. Accepter ces transformations permet d'éviter la nostalgie stérile qui compare sans cesse, pointe, le présent au passé. Accueillir la nouveauté dans les liens, mande quand elle déstabilise, permet au cœur de rester mobile, souple, capable d'être touché encore. J'ai le souplesse intérieure protège de l'endurcissement qui, avec le temps, peut s'installer comme une armure silencieuse. Les liens humains demandent aussi une attention consciente. Il est facile de se replier sur ses habitudes, de se réfugier dans la solitude par fatigue ou par peur de déranger. Pourtant, chaque petit pas vers l'autre, même maladroit, réactive une part vivante de soi. Un message envoyé, une invitation acceptée, une conversation engagée sans but précis, sont autant de gestes qui disent au cœur qu'il a encore une place
dans le monde relationnel. Le simple fait de se sentir attendu, même pour un moment bref, redonne une densité émotionnelle au temps. À travers ces échanges, on se rappelle que l'on n'est pas seulement un individu qui traverse les jours, mais un être en relation, façonné par les échos qu'il reçoit et qu'il offre, il avec l'âge. Certaines personnes deviennent plus exigeantes dans leurs relations, parfois sans s'en rendre compte. Elles attendent de l'autre qu'il comble des manques anciens, qu'il apaise des solitudes accumulées, qu'il répare des blessures du passé. Cette attente peut peser sur les liens et les fragiliser. Nourrir des relations vivantes implique de reconnaître que chacun porte ses propres limites, ses propres fatigues, ses propres fragilités. Quand on allège l'autre du poids de devoir nous sauver, la relation retrouve un espace de légèreté, elle devient un lieu de partage plutôt qu'un lieu de compensation. Cette légèreté n'enlève rien à la profondeur du lien, elle lui permet au contraire de respirer plus haut. Les liens humains ne se construisent pas uniquement dans la parole, ils se tissent aussi dans le silence partagé, dans la présence tranquille, dans les gestes simples qui disent plus que de longs discours. Être là, vraiment là, sans vouloir corriger, conseiller ou diriger, est une forme de don puissant. Cette qualité de présence nourrit le cœur de celui qui reçoit, mais aussi de celui qui offre, car elle rappelle une vérité simple: exister pleinement, c'est se laisser toucher par l'existence de l'autre. Dans cette réciprocité discrète, l'intérieur reste vivant, mobile, capable d'émotion, même lorsque le corps ralentit y en prenant soin des liens. On prend soin de la part relationnelle de soi, celle qui donne du relief au jour et empêche la vie intérieure de se dessécher. Chaque relation entretenue avec sincérité devient comme une fenêtre ouverte dans la routine, laissant entrer de l'air, de la lumière, et parfois une chaleur inattendue qui rappelle que le cœur n'a pas d'âge et qu'il se nourrit avant tout de rencontres authentiques, transformant les épreuves en sages. Reconnaître ses blessures ne signifie pas s'y enfermer. Il ne s'agit pas de se définir par ce qui a fait mal, mais de lui donner une place juste. Quand une douleur est niée, elle cherche souvent à se faire entendre autrement, à travers des tensions, de colère, des peurs qui semblent surgir sans raison. En acceptant de regarder une épreuve avec honnêteté, on commence à lui retirer son pouvoir de nous diriger en coulisses. Cette reconnaissance demande du courage, car elle confronte à des émotions que l'on aurait préféré éviter. Pourtant, c'est dans cet espace de vérité intérieure plein peut naître une forme de liberté, celle de ne plus être entièrement gouverné par ce qui a blessé. La sagesse ne vient pas de l'accumulation des années, mais de la capacité à extraire du sens de ce point que l'on a traversé. Chaque épreuve contient en creux une information sur ce qui compte vraiment, sur ce que l'on ne veut plus tolérer, sur ce que l'on est prêt à défendre ou à transformer en soi. En relisant son histoire à la lumière de ses apprentissages, on cesse de voir les difficultés comme de simples accidents de parcours. Elles deviennent des repères qui orientent les choix présents. Chaque relecture n'efface pas la douleur passée, mais elle l'intègre dans un récit plus large, où la personne ne se réduit pas à ses blessures, mais se reconnaît comme quelqu'un qui a traversé, qui est encore debout. Transformer une épreuve en force intérieure implique aussi de développer une forme de douceur envers soi. Beaucoup de personnes portent, en plus de leurs blessures, une culpabilité liée à la manière dont elles ont réagi, aux choix qu'elles ont faits dans des moments de fragilité. Avec le recul, il est facile de juger ces décisions pensées à l'aune de ce que l'on sait aujourd'hui. Pourtant, ces décisions ont été prises avec les ressources disponibles à ce moment-là. Reconnaître
Cela permet d'alléger le regard que l'on porte sur soi-même. Gelte douceur n'excuse pas tout, mais elle humanise le parcours. Elle replace les erreurs dans un contexte de vulnérabilité. Panta. Plutôt que dans une logique de faute définitive, les épreuves peuvent aussi devenir des ponts vers les autres. Quand une personne a traversé la perte, la déception, la peur ou l'échec, elle développe souvent une sensibilité particulière à la souffrance d'autrui. Si elle n'est pas étouffée par le repli ou la dureté, peut se transformer en capacité d'écoute plus profonde, en compréhension plus nuancée, en présence plus respectueuse. La souffrance vécue ouvre parfois un espace de compassion qui n'existait pas auparavant. Elle rend plus attentif aux fragilités invisibles que chacun porte. En ce sens, ce qui a blessé peut aussi élargir le cœur, non pas parce que la douleur est bonne en soi, mais parce que la manière de l'accueillir peut transformer la relation au monde. Et lorsque les épreuves sont intégrées avec lucidité et bienveillance, elles cessent d'être des poids qui tirent vers le passé, deviennent des racines qui ancrent dans le présent. Elles donnent une profondeur particulière au regard posé sur la vie, une capacité à relativiser l'accessoire, à reconnaître l'essentiel, à accueillir l'imperfection sans se perdre en elle. Plendion. Rester curieux est une manière discrète de rester vivant intérieurement. La curiosité n'est pas seulement l'élan de découvrir de lieux lointains ou des idées complexes, elle commence dans la capacité à s'étonner encore de ce qui est proche, familier, apparemment banal. Avec le temps, beaucoup de choses deviennent prévisibles, et cette prévisibilité peut endormir l'attention. On croit avoir déjà vu, déjà compris, déjà vécu l'essentiel. Pourtant, chaque jour porte une nuance nouvelle, chaque rencontre contient une variation subtile, chaque situation peut être regardée sous un angle différent. La curiosité ouvre l'esprit à ces nuances et empêche pour enfant l'intérieur de se figer dans des certitudes qui, peu à peu, rétrécissent le monde. L'ouverture d'esprit va de pair avec la curiosité. Elle consiste, à accepter que nos repères puissent être bousculés, que nos opinions puissent évoluer, que ce que l'on croyait définitif ne le soit pas autant qu'on le pensait. Avec l'âge, il est tentant de se reposer sur des convictions solides, construites au fil des expériences. Ces convictions apportent une forme de sécurité, mais elles peuvent aussi devenir des frontières invisibles qui limitent l'élan intérieur. Rester ouvert, ce n'est pas renoncer à ce que l'on est, c'est accepter que l'on puisse encore apprendre, donne tardivement, même lentement, chaîne posture d'apprentissage, continue, nourrit l'estime de soi, car elle rappelle que l'identité n'est pas un objet figé, mais un mouvement qui se poursuit. La curiosité se cultive par de petits gestes. Lire sur un sujet inconnu, écouter un point de vue différent, sans chercher immédiatement à le contredire, n'essayer une activité nouvelle sans attendre d'être expert, poser des questions par simple intérêt sincère, prendre soin de son monde intérieur est un acte de fidélité envers soi-même. Avec le temps, l'attention se porte souvent davantage sur ce qui est visible, le corps, les contraintes du quotidien, les obligations, les attentes des autres. Le paysage intérieur, lui, peut passer au second plan, comme s'il devait se contenter de ce qui reste. Pourtant, c'est dans cet espace intime que se joue une grande part de la qualité de vie. Le monde intérieur est le lieu où naissent les pensées, où circulent les émotions, où se déposent les souvenirs. En le négligeant, on laisse ces mouvements se faire de manière automatique, parfois désordonnée,
ce qui peut créer une fatigue invisible mais profonde. Prendre soin de cet espace commence par l'écoute. Écouter ce qui se passe en soi sans chercher immédiatement à corriger, à juger ou à rationaliser. Cette écoute demande de ralentir, de s'accorder des moments de silence, mais en le court pour sentir ce qui est présent. Les émotions, qu'elles soient légères ou lourdes, ont besoin d'être reconnues pour ne pas s'accumuler en tension. Quand on s'autorise à ressentir sans se condamner pour ce que l'on ressent, une forme d'apaisement devient possible. L'apaisement ne vient pas de la disparition des émotions difficiles, mais de la relation plus douce que l'on entretient avec elles. Et le monde intérieur se nourrit aussi de ce que l'on y laisse entrer. Les paroles entendues, les images vues, les informations absorbées influencent subtilement l'état émotionnel. Avec l'âge, on peut devenir plus sensible à ces influences, car certaines expériences passées résonnent plus fort. Choisir consciemment ce que l'on consomme intérieurement devient alors une forme de soin. S'exposer régulièrement à ce qui apaise, inspire ou élève l'esprit, crée un climat intérieur plus respirable. À l'inverse, s'immerger constamment dans des récits anxiogènes ou des comparaisons dévalorisantes peut assombrir l'horizon intérieur d'Anne lorsque la vie extérieure est relativement stable. De là, prendre soin de son monde intérieur implique également de cultiver des espaces de ressourcement personnel. Cela peut passer par des pratiques simples, marcher en silence, écrire quelques lignes pour déposer ce qui pèse, se relier à une dimension spirituelle ou contemplative, écouter de la musique qui touche profondément. Ces moments ne sont pas des fuites hors du réel, mais des pauses qui permettent de revenir au réel avec plus de présence. Ils agissent comme des respirations dans le rythme des jours, offrant au psychisme la possibilité de se réguler, de se recentrer, de retrouver une cohérence intérieure. Le soin du monde intérieur passe enfin par la manière dont on se parle à soi-même. Le dialogue intérieur peut être soutenant ou au contraire dur et exigeant. Avec le temps, certaines voix critiques peuvent devenir plus insistantes, rappelant des manques, des erreurs, des regrets. Apprendre à repérer ces voix et à leur répondre avec plus de justesse est une forme de maturité intérieure. Il ne s'agit pas de se flatter ou de se mentir, mais de se parler avec la même bienveillance que l'on offrirait à un proche en difficulté. Cette qualité de dialogue intérieur influence profondément la manière dont on traverse les épreuves et dont on accueille les moments de joie. Quand le monde intérieur est entretenu avec attention, il devient un espace plus hospitalier. On s'y sent moins en lutte permanente, plus en dialogue avec ce qui est vivant en soi. Cette hospitalité intérieure permet de traverser les fluctuations de la vie avec plus de stabilité émotionnelle, non pas parce que les difficultés disparaissent, mais parce que l'on dispose d'un lieu intime où se reposer, se comprendre et se régénérer.